Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc comme d'habitude, avant de commencer, si vous voulez me rejoindre sur Instagram pour qu'on se marre un petit peu, qu'on discute de certains sujets, donc on se rejoint là-bas. Aujourd'hui, le sujet de la vidéo, ça va être le déficit énergétique relatif dans le sport. J'en ai jamais parlé, je crois, jusqu'à présent. Je pense, donc là, ça va être la première vidéo d'une série qui va comporter entre une et 4 vidéos en fonction de ma flemme. Voilà. Donc, il y a 32 diapos, donc là on va partir pour 1h15, 1h30, je pense on va viser vraiment large. De toute façon, on va prendre notre temps. Euh, et donc, si vous en avez jamais entendu parler, ou alors que vous avez déjà entendu parler de ça, mais que bah, vous avez pas beaucoup de connaissances sur le sujet, et que vous vous occupez de patients, notamment des sportifs, c'est quelque chose qu'il faut maîtriser. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça fait partie des pathologies à détecter tout simplement. Donc en fait, on pourrait caser ça dans les red flags. Donc par exemple, vous avez un patient qui vient, ou une patiente, fracture de fatigue. Et bah, par exemple, il y a certaines questions peut-être qu'il va falloir poser au patient pour aller explorer un petit peu s'il n'y a pas ce syndrome-là de déficit énergétique relatif au sport. Donc, ça fait partie en fait des pathologies un petit peu drapeau rouge à savoir identifier, surtout qu'il y a une prise en charge qui est multidisciplinaire, tout ça. Les kinés, ils ont une place importante, on va le voir dans la littérature scientifique. En fait, on a un rôle à jouer, mais a priori, on n'est pas encore prêt à jouer ce rôle pleinement. Donc, le but là de la vidéo, c'est de poser les bases et de pas passer à côté et de connaître déjà. Enfin, je vous dis les bases, mais normalement, au moins, vous pourrez inclure certaines questions déjà dans vos séances avec certains patients ou patientes sportives. Donc voilà, c'est vraiment c'est des bases, mais on va quand même assez loin. Et normalement, vous aurez des choses concrètes à utiliser après pour votre pratique au cabinet. Donc on va commencer en fait avec cette étude-là qui mentionne pour la première fois justement ce concept de REDES. Ok. Donc ça date de 2014, donc on voit que c'est quand même une notion assez récente, d'accord. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous êtes diplômé avant 2014, sûr et certain que dans vos cours on vous en a pas parlé, et même si vous êtes diplômé d'après, pas sûr non plus. Par exemple moi de 2017, pas de... je pense pas que il y ait eu mention de ça, hein, dans mes cours. Donc voilà, en fait, c'est ça. Donc en 2014, on a la première fois ce concept de REDES qui est introduit et qui va en fait remplacer la notion de triade de l'athlète féminine. Voilà, donc on voit que le REDES en fait c'est beaucoup plus global et que quand on parle de triade de l'athlète féminine, on est juste ici. Ça en général, la triade de l'athlète féminine, vous connaissez, donc en fait on va avoir un déficit énergétique associé ou non, hein, pas forcément à des troubles du comportement alimentaire, et on va avoir en fait une altération au niveau des menstruations, et on va avoir une diminution de la santé osseuse. Voilà. Donc le syndrome REDES désigne l'altération des fonctions physiologiques, y compris, mais sans s'y limiter, le taux métabolique, la fonction menstruelle, la santé osseuse, l'immunité, la synthèse des protéines, la santé cardiovasculaire causée par une carence énergétique relative. Et donc on voit que donc là, ce qu'il faut retenir, c'est que bon, ça touche pas mal de choses, on le verra après, mais de toute façon, là, vous le voyez, c'est quand même quelque chose de très large comparé à la triade de la tête féminine, voilà, qui était beaucoup plus restreinte. Donc la faible disponibilité énergétique a un impact sur bien plus que la fonction menstruelle et la santé osseuse. Bah oui, en fait, on s'est peut-être concentré sur ça, mais il n'y a pas que ça, incluant des effets sur le métabolisme, l'immunité, la santé cardiovasculaire et la synthèse protéique. Le RLS concerne les athlètes des deux sexes, élargissant ainsi le champ d'étude. Effectivement, quand on parle en général de triade, c'est triade de l'athlète féminine. Ça peut toucher aussi les hommes, on va le voir tout au long de la vidéo. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est important de se dire ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a certains mythes dans la santé qui peuvent perdurer et qui vont faire perdre des chances à certains patients. Par exemple, si on prend le cas, je sais pas pourquoi c'est celui qui me vient, de la spondylarthrite axiale, en fait, il y a des mythes, ok, dans le domaine médical, c'est exploré dans la littérature scientifique, hein, ils appellent ça vraiment des mythes, et on sait en fait que pour les soignants, c'est une pathologie qui touche les hommes. Donc en fait, les femmes, on va pas penser à ça pour elles. Donc, et on va on va se dire, bah non, bah, c'est pas ça, donc on va pas chercher cette pathologie-là. Et en fait, bah, c'était bien ça. Donc, il faut passer, voilà. Donc, si on se dit que ça touche qu'un seul sexe, bah, on va passer à côté de tous ceux qui sont de l'autre sexe. Donc, triathlète féminine,
Ou Redes, on se dit c'est féminin, bah en fait non, il y a aussi les hommes. Donc voilà, il faut se poser ces questions-là. On verra, vous inquiétez pas, les sports qui sont le plus touchés, comment le kiné, on a un rôle dans un ensemble pluridisciplinaire, hein, parce qu'on peut pas tout prendre en charge. On va voir certaines erreurs qui sont faites aussi par des spécialistes médicaux. Donc là, on fait un petit peu la première partie où on voit un petit peu d'où ça vient, de quoi on parle, et après on ira un petit peu plus dans le concret. Donc ça introduit un modèle d'évaluation des risques, classant les athlètes selon trois catégories: risque élevé, donc interdiction de participer. Là, il y a carrément on arrête la participation de l'athlète aux événements sportifs. Risque modéré, donc participation sous supervision médicale stricte, et participation autorisée sans restriction. On est tranquille. Donc en 2005, on a eu la déclaration du CIO, donc du Comité international olympique, sur la triade de la tête féminine, centrée sur les troubles alimentaires, la fonction menstruelle et la santé osseuse. 2007, mise à jour par l'American College of Sports Medicine, intégrant le concept de disponibilité énergétique. Donc en fait, c'est pour dire que ça a commencé il y a un moment, cette histoire-là, mais que depuis 2014, on parle de REDES. Ok, donc c'est le déficit énergétique relatif dans le sport. Les paramètres de performance identifiés dans le modèle conceptuel. Donc, en fait, ce que vous voyez là, en fait, c'est toutes les fonctions que ça va toucher dans l'organisme. Ce que vous voyez là, c'est tout ce que ça va toucher en termes de performance. D'accord? Augmentation du risque de blessure. Quel type de blessure ça va augmenter? Bah, certaines, notamment les fractures de stress et tout ça. On va voir qui va être lié, en partie, pas que, mais voilà, à l'ostéoporose. Après, la santé osseuse, elle dépend de plein d'autres choses, hein, de la fonction endocrine, justement, bon, tout ça, voilà. Mais voilà, dépression, irritabilité, diminution de la concentration, donc voilà, on voit que ça touche donc plusieurs fonctions, et ça va se répercuter ensuite dans le sport de plein de manières différentes. Proposition d'un modèle de retour à la compétition, basé sur une évaluation progressive du rétablissement et des risques. Alors ça, on l'abordera pas tout je vous le mets là, on l'abordera pas tout dans cette vidéo. Comme je vous dis, je vais faire entre 1 et 4 vidéos. Alors après, en fonction, voilà, si vous voulez que je les sorte assez rapidement pour faire, genre on se dit pendant le prochain temps on parle de ça, bon bah je peux me dépêcher de les sortir, on va dire, en fonction de ma flemme. Si j'ai pas de demande particulière, ça sortira, mais au fur et à mesure, mais de toute façon, ce sera... Je pense pas que je ferai une playlist à part, mais de toute façon, vous chercherez dans les titres, ça sera assez clair. Puis je vais faire en sorte que les miniatures, elles collent ensemble. Ensuite, on a eu une mise à jour en 2018, d'accord? Donc, identification des athlètes à risque pour le REDES. Donc, il est évident qu'il n'existe pas d'outils pratiques pour mesurer. Donc, le A, c'est l'apport énergétique. Il est donc nécessaire de développer une méthodologie pour dépister et identifier les athlètes à risque pour le REDES, qui soit à la fois scientifiquement validé et pertinent et applicable dans la pratique clinique du sport. Prévention du syndrome. Donc, une meilleure sensibilisation au syndrome REDES est nécessaire par le biais d'initiatives éducatives destinées aux athlètes, aux entraîneurs, aux membres de l'entourage et aux organisations sportives. Le développement d'interventions de prévention scientifiquement validées et encouragées. Effectivement, c'est toujours pareil, quand il y a des pathologies qui sont un petit peu difficiles à identifier, difficiles à détecter, il peut y avoir du retard diagnostique. En général, ça passe par la sensibilisation. Alors là, il parle que de la tête, entraîneur, membre de l'entourage, organisation sportive. Il faut aussi que les professionnels soient formés sur ça. Enfin, formés. Soient informés sur le sujet, sensibilisés, connaissent cette histoire-là. Voilà, de savoir qu'il y a des questions à poser par rapport à ça. Athlète masculin, donc malgré l'amélioration de la base de connaissances sur le syndrome REDES chez les athlètes masculins, il reste des lacunes dans notre compréhension du syndrome REDES dans des sports spécifiques avec des demandes énergétiques, des critères de performance, des ethnies et des perspectives culturelles différentes. Bon, ce qu'on retient, c'est que, en gros, pour le moment, oui, il faut des outils. Oui, il faut sensibiliser surtout les athlètes et les athlètes, leur entourage et les professionnels de santé, parce qu'on verra qu'il y a quand même des lacunes encore. Les athlètes masculins, conséquences du REDES sur la santé et la performance. Donc il reste beaucoup à apprendre sur les risques psychologiques et physiologiques pour la santé et les conséquences à long terme du REDES chez tous les athlètes, en particulier les athlètes masculins moins étudiés, les para-athlètes aussi moins étudiés, les athlètes de différentes ethnies. Pour attirer au mieux l'attention des athlètes et des entraîneurs, il est impératif d'améliorer notre compréhension des effets du syndrome REDES sur la performance. Et donc traitement et retour au jeu, donc des lignes directrices pratiques pour le traitement et le retour au jeu en toute sécurité des athlètes atteints de REDES doivent être davantage développées afin d'améliorer la santé et la performance des athlètes. Bon, c'est tout à fait logique. Et ensuite, on a eu une dernière mise à jour en 2023, et celle-là, on va aller un petit peu plus loin. Donc, on va voir ça introduit à chaque fois des nouvelles choses, hein, chaque nouvelle mise à jour, forcément. Et donc, on va voir un petit peu ça. On va parler de certaines notions qu'il faut connaître.
Donc disponibilité énergétique, bah, en fait c'est l'énergie alimentaire restante et disponible pour assurer le bon fonctionnement des systèmes corporels après avoir pris en compte l'énergie dépensée lors de l'exercice. Ok. Faible disponibilité énergétique, donc c'est le LEA. À chaque fois, enfin, ça sera sous cette forme-là que c'est écrit à chaque fois. Donc la faible disponibilité énergétique survient lorsqu'il existe un déséquilibre entre les apports énergétiques et la dépense énergétique liée à l'exercice, ne permettant pas de couvrir les besoins énergétiques totaux du corps. Donc en fait là, on va avoir donc, un manque d'énergie pour soutenir, maintenir les fonctions corporelles nécessaires au maintien d'une santé et d'une performance optimale. Et donc cette faible disponibilité énergétique peut se présenter sous forme d'un continuum. Soit on parle de LEA adaptable, ok, avec des effets bénins, réversibles, soit on parle de LEA problématique. Le adaptable, donc c'est une exposition temporaire à une réduction de la disponibilité énergétique qui va entraîner des effets bénins, tels que des changements légers et réversibles dans les biomarqueurs de divers systèmes corporels. Donc on va voir donc, ça va refléter l'adaptation de l'organisme, donc manipulation contrôlée de la composition corporelle ou période d'entraînement intensifiée. Ça peut être pour un changement de poids pour une perte de gras après une certaine période ou pour atteindre un certain objectif. Voilà, mais, voilà, avec mais quelque chose de très, très contrôlé, qui va être progressif, ou comme on a vu avec des changements qui vont être bénins, légers, réversibles. Ces changements, ça peut même offrir des avantages à court terme sur la performance, amélioration de la VO2, tout ça. Donc les caractéristiques, c'est que c'est du court terme, impact minimal ou nul sur la santé et les performances sur le long terme. D'accord. Donc c'est une modification, voilà, avec qui entraîne des changements réversibles, qui peuvent être même amener des gains en performance, mais en tout cas qui ne va pas affecter la santé et la performance sur le plus long terme. Quand on parle de LEA problématique, là, ça va impliquer une perturbation plus grave et souvent persistante des systèmes corporels. Elle se manifeste par des signes et ou symptômes indiquant qu'il y a une réponse inadaptée du corps justement à ce faible apport calorique. Enfin, faible apport, enfin, cette faible disponibilité énergétique. Les caractéristiques de cette exposition, durée, ampleur, fréquence, varient selon les systèmes corporels et les individus. Des facteurs modérateurs peuvent amplifier ces perturbations, aggravant ainsi l'impact sur la santé, le bien-être et les performances. Dans les facteurs modérateurs, donc c'est des facteurs qui incluent les caractéristiques individuelles des athlètes, leur environnement ou leur comportement activité, qui peuvent atténuer ou amplifier l'effet de la faible disponibilité énergétique sur les systèmes corporels. Donc ça va être l'âge, le sexe, la génétique. Ils peuvent offrir une protection ou alors une augmentation du risque. Voilà, ça peut aller dans les deux sens, ces facteurs modérateurs. Ils vont pas forcément empirer, ils peuvent aussi diminuer le risque, quoi. Ensuite, il faut être familier avec les notions donc, de troubles alimentaires. Donc, c'est des maladies mentales diagnostiquées cliniquement selon des critères définis, caractérisés par des comportements alimentaires anormaux. Restriction volontaire de l'apport alimentaire. Bon, après, c'est toujours dans une certaine mesure, hein. C'est quelqu'un qui réduit de manière volontaire son apport alimentaire, il n'a pas forcément un trouble alimentaire, hein. Obsession pour la forme ou le poids corporel, épisode de boulimie suivi de purges tels que vomissements provoqués, utilisation de laxatifs, exercice physique excessif ou prise de diurétique. Voilà. Donc, c'est des choses qu'il faut connaître. Après, c'est toujours pareil, en kinésithérapie, si vous discutez avec vos patients, voilà, vous pouvez soit être amené à parler de ça avec eux, soit vous pouvez, vu qu'on peut être amené à revoir des gens ou à les suivre sur des longues périodes, vous pouvez voir s'il y a des modifications de poids ou des choses comme ça. Et ça peut être des sujets qui vont arriver avec eux. Je vous demande pas de, enfin, personne ne vous demande hein, d'être capable d'identifier des troubles, de diagnostiquer des troubles alimentaires ou des choses comme ça, hein. C'est juste, est-ce que ce que la personne me raconte, ça peut me faire penser qu'il y a un problème sous-jacent. Comportement alimentaire désordonné, donc comportements alimentaires anormaux comprenant une alimentation restrictive, compulsive ou des schémas alimentaires irréguliers ou rigides, un exercice physique excessif dépassant l'entraînement prescrit pour compenser l'apport alimentaire et l'utilisation de purgatifs. Ces comportements ne remplissent pas les critères cliniques pour être considérés comme un trouble alimentaire. Donc on a le trouble alimentaire et on a le comportement alimentaire désordonné. Déficit énergétique relatif dans le sport, donc syndrome touchant les athlètes femmes et hommes, important, on n'a pas pensé que c'est que les femmes qui sont touchées, sinon vous allez passer à côté de tous les hommes. Caractérisé par un dysfonctionnement physiologique et ou psychologique causé par une exposition prolongée et ou sévère à une faible disponibilité énergétique, et qui est problématique, hein, et elle n'est pas adaptable. Conséquence,
diminution du métabolisme énergétique, troubles de la reproduction, atteinte de la santé musculo-squelettique, immunité affaiblie, diminution de la synthèse du glycogène, problèmes cardiovasculaires et hématologiques. Ces effets peuvent compromettre le bien-être, augmenter le risque de blessure et réduire les performances sportives. Comme on a vu, ça va atteindre plein de fonctions, donc ça va toucher la santé, et du coup, bah forcément, la performance, elle va être affectée. Donc on va continuer avec les nouveautés. Donc là, on a juste fait les définitions, en fait, hein, qui existaient déjà avant. Et là, on va voir les nouveautés depuis 2018. Donc, comme je vous ai dit, il y a un rapport qui est sorti en 2014. Ensuite, il y a eu la mise à jour de 2018. Et ensuite, il y a eu la mise à jour de 2023. Donc, nous, on va continuer sur 2023. Et comme je vous le disais en intro, c'est important de connaître un petit peu ça, d'au moins savoir ce que c'est. Parce que, comme je vous l'ai dit aussi, on a un rôle à jouer les kinés, mais on l'assume pas encore très bien. Comme dans d'autres pathologies. Je vais reprendre l'exemple parce que j'ai parlé tout à l'heure de l'AXPA, donc de la spondylarthrite axiale. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est censé avoir certaines connaissances justement pour identifier. Et parfois, il faut dépasser un petit peu son champ de compétences. Pourquoi? Parce que vous allez avoir des patients, je vais rester sur l'AXPA, qui ont des symptômes, et vous allez vous dire, ouais, mais ça, du coup, ça ressemble à une pathologie inflammatoire. La personne va faire des tests avec le médecin, tout ça, elle va revenir, les tests seront négatifs, et on va vous dire, bah non, bah c'était pas ça. En fait, il faut dépasser un petit peu son cadre parce qu'en fait, il faut savoir, par exemple, que dans l'AXPA, on n'a pas de marqueur biologique sûr. Il faut donc le médecin peut prescrire des prises de sang qui sont pas adaptées pour identifier cette pathologie-là spécifiquement. Faut savoir que bah, les radiologues qui ont un rôle important, bah, il y en a quand même 25% qui connaissent pas le terme de spondylarthrite axiale. Il y en a aussi peu qui connaissent les critères de positivité de l'IRM pour la spondylarthrite axiale. Voilà. Donc il faut dépasser un petit peu son champ de compétences et le RED-S, donc en fait ça fait partie des pathologies red flag donc à explorer dans le cas peut-être de douleurs ou de blessures qui ont du mal à partir, de fractures de stress pareil qui ont du mal à guérir, de fractures de stress récurrentes, voilà. Donc il faut identifier ça, et en plus après derrière la prise en charge elle est multidisciplinaire, donc en fait il faut mais faut qu'il y en ait un à un moment donné qui se dise là il y a ça, faut peut-être aller explorer. Donc, l'effet amplificateur de la faible disponibilité en glucides dans le contexte donc des REDS. Donc, on a en fait la faible disponibilité énergétique, mais on a aussi la faible disponibilité en. Donc, le C, c'est carbohydrate, donc c'est les glucides. Voilà. La plupart des études sur la faible disponibilité énergétique entraînent une réduction de 25 à 60% des glucides. En fait, par restriction, on retire des glucides. Enfin, pas que ça, mais de manière générale, vous retirez des aliments dans votre alimentation, vous allez retirer certaines choses. Bon, bah voilà, ça peut amener à une réduction de 25 à 60% des glucides, causant une faible disponibilité en glucides. Les effets spécifiques de cette faible disponibilité en glucides, même en l'absence d'une faible disponibilité énergétique. Voilà, ça qu'il faut savoir, c'est juste que le fait de moins consommer de glucides, ça va avoir des effets. Augmente les biomarqueurs de résorption osseuse, diminue les biomarqueurs de formation osseuse, accroît les concentrations d'IL6 et d'hepsidine après l'exercice. Donc bah, l'interleukine 6 c'est une cytokine pro-inflammatoire et l'hepsidine en fait c'est quelque chose qui va en partie, parce que pas que, empêcher l'absorption du fer au niveau intestinal. En gros, de toute façon, ça va réduire la disponibilité du fer. Et chez les personnes qui en ont besoin, donc dans certains sports, ou peu importe, bah en fait, on va en avoir moins et ça peut poser aussi des problèmes. Donc là, je vous dis, on ne rentre pas dans les détails parce qu'on a des études spécifiques sur le RED-S et l'hepsidine, mais ça, on en parlera peut-être plus tard. D'accord? Bon, après, on a des études, voilà, intervention de 3 jours chez des jeunes femmes, augmentation de 264% de l'hepsidine avec un régime faible en énergie et en glucides, contre 69% avec des glucides modérés. L'hepsidine, c'est une hormone voilà, produite par le foie qui joue un rôle clé dans la régulation du métabolisme du fer dans le corps. Au niveau du foie, mais pas que en fait. Là, donc c'est low carb, high fat de 3,5 semaines chez des athlètes d'endurance d'élite, perturbation des marqueurs osseux et augmentation d'interleukine 6 jusqu'à 3 heures post-exercice. Donc low carb, high fat, en gros, c'est on mange moins de glucides, plus de gras, hein, c'est tout. Implication pratique, donc 6 études depuis 2019 ont confirmé que la faible disponibilité en glucides peut amplifier les effets des REDS. Les recherches futures sur la faible disponibilité énergétique doivent contrôler les apports en glucides, ok, et s'étendre sur de plus longues périodes pour comprendre les effets à long terme. Donc là déjà on voit qu'on rentre dans un truc, au début on avait la triade de l'athlète féminine,
qui avait que 3 composantes. Après, on se retrouve avec quelque chose qui touche aussi les hommes, beaucoup plus large en termes de fonctions physiologiques touchées, gros impact sur la performance, et maintenant on voit même que, donc par rapport à ce déficit énergétique relatif, et en plus maintenant on voit que la proportion de glucides, elle va avoir un impact. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que soit, si vous suivez des athlètes, soit vous avez des notions en nutrition et vous dites, vous êtes capable d'aborder le sujet, je vous dis pas de traiter le truc, hein, mais être capable d'aborder le sujet, de se dire, ah, peut-être que ça manque de glucides, nanana, soit vous connaissez pas, et il faut renvoyer vers un professionnel qui saura gérer ce type de problème. Comme je vous dis, de toute façon, intervention multidisciplinaire, enfin pluridisciplinaire, voilà. Ensuite, chevauchement des symptômes entre REDS et OTS. Donc OTS, c'est Overtraining Syndrome. Donc les REDS et le syndrome de surentraînement sont deux syndromes impliquant l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien et ne disposent d'aucun biomarqueur diagnostique unique validé. Donc ça veut dire en fait, on va pas faire une prise de sang, il y a ça, donc c'est ça. Ou il n'y a pas ça, donc c'est ça. Il présente un chevauchement complexe de symptômes, ce qui nécessite un diagnostic basé sur des critères d'exclusion. Une revue narrative récente a révélé que 18 des 21 études identifiées sur l'OTS montraient des indications de faible disponibilité énergétique et faible disponibilité en glucides. Ces indications étaient dues à une augmentation importante de l'entraînement sans compensation adéquate des apports énergétiques, suggérant que les résultats observés relevaient probablement des REDS plutôt que du problème de surentraînement en fait. Hein. Il est important de noter que la LEA ou la LCA, bien que difficiles à évaluer, doivent être exclus d'un diagnostic d'OTS car la LEA est l'étiologie sous-jacente d'un diagnostic de REDS. Donc là, plusieurs choses à dire. Ça veut dire qu'en fait, s'il n'y a pas de déficit en apport calorique, énergétique ou en glucides de manière particulière, bah, on va pas être dans un REDS normalement. Quoique, là je mets juste une petite parenthèse pour plus tard. Parce que je ne peux pas vous en dire plus parce que j'ai pas encore lu l'étude. Il y a une étude qui est sortie récemment, fin 2024 je crois, et qui disait en fait que peut-être que dans les REDS on s'est trop concentré sur l'apport énergétique et peut-être qu'il n'y a pas que ça. Voilà. C'est le petit spoil pour c'est le petit teaser, je veux dire. Le petit teaser pour la prochaine vidéo peut-être. Voilà. Mais bon, là, nous, on est dans un problème d'apport énergétique et d'apport en glucides. Et ce que je voulais dire, c'est que effectivement, voilà, c'est avoir des connaissances. Si vous avez un patient qui vous dit j'ai augmenté de 50% mon volume d'entraînement et qu'il a adapté zéro sa diète, bah, peut-être qu'il va falloir va falloir que ça allume quelque chose dans vos têtes et vous dire ouais non mais là en fait, il y a peut-être quelque chose qui n'a pas été fait de la bonne manière. On poursuit, donc là après cette diapo on aura fait le quart. Donc évolution dans le temps donc de la faible disponibilité énergétique donnant lieu au syndrome de déficit relatif au sport. Bien que des périodes aiguës et légères de faible disponibilité énergétique ne conduisent pas toujours à des résultats négatifs, une exposition problématique à la faible disponibilité énergétique mène au REDS. D'accord? Donc ça, maintenant, là, je pense que vous le savez. Notre compréhension scientifique de la chronologie de la LEA conduisant à des signes ou symptômes physiologiques et psychologiques validés est encore en développement, principalement en raison des difficultés à évaluer et à contrôler avec précision la disponibilité énergétique dans des recherches prospectives. C'est un petit peu difficile de suivre en plus sur le long terme exactement ce que la personne mange, tout ça. En plus, si c'est un sportif, qu'il a il a des compétitions à l'autre bout du monde, c'est difficile d'avoir toujours une équipe qui suit, voilà, tout ça. Donc, un peu compliqué. Mais alors, après, ça touche pas, juste je dis ça, mais ça touche pas que les personnes de super haut niveau. Hein, n'importe qui peut être victime de ça. Il suffit de se lancer dans une diète, un sport en même temps, manquer un peu de connaissances et tout ça, et on peut se retrouver dans ce type de problématique. Les définitions émergentes soulignent que quand on parle de court terme, c'est quelques jours à quelques semaines, moyen terme, c'est semaines à mois, et là, long terme, c'est mois à années. Cependant, ces seuils temporels nécessitent une validation scientifique supplémentaire. Donc pour le moment, on se dit ça, peut-être que plus tard, on se dira, ah oui, non, mais en fait, dès tel temps, dès tant de temps, on peut parler de long terme, enfin voilà. Donc ça peut différer entre les hommes et les femmes, et varie selon la gravité et la durée de l'exposition, justement, à cette faible disponibilité énergétique. Certains signes, symptômes et résultats liés au REDS semblent apparaître selon des périodes d'exposition spécifiques à la LEA. Il est important de noter que certains signes ou symptômes à court terme observés lors d'évaluations aiguës ne représentent parfois qu'un instantané de l'état actuel de la LEA. Ils nécessitent donc l'exclusion d'autres causes potentielles. Et effectivement, il faut diagnostic différentiel. Ces signes ou symptômes ne reflètent pas toujours une exposition problématique à la LEA conduisant au REDS. Il n'y a pas que ça non plus, quoi. Forcément, j'ai envie de dire. S'il n'y avait qu'un seul truc qui justifierait tout, ça serait beaucoup plus simple.
Mais c'est toujours on réfléchit, de toute façon vous avez votre passion au cabinet, ou peut-être que vous suivez des athlètes dans des clubs de sport, bah voilà, des choses qu'il faut regarder. S'il y en a un qui se blesse tout le temps, ou comme je disais, le fracture de stress répétée, ou qui se traite pas, ou machin, il faut peut-être aller voir, ok, comment tu te nourris, et tout ça. Alors, on n'y va pas comme un bourrin, d'accord? C'est pour ça que le kiné, dans les études, on nous dit qu'on a un rôle important, c'est que nous, on peut être amené à voir les personnes de manière régulière, il peut y avoir une relation de confiance qui s'installe et donc la personne elle peut être plus à même de poser des questions. Parce qu'après, c'est toujours pareil, ça peut être des questions particulières. Si vous avez une personne qui a des troubles alimentaires, si vous lui demandez est-ce que tu as des troubles alimentaires, et voilà, ça peut-être que la personne va vous dire non, peut-être qu'elle elle a conscience que elle a des comportements alimentaires particuliers, cette personne, mais enfin qui sont problématiques, clairement, mais elle en a conscience, donc elle va peut-être pas vous le dire si elle a pas confiance, ou alors peut-être que elle aura pas conscience que ses comportements sont problématiques. Voilà. Donc la relation de confiance, elle s'installe sur du long terme, enfin ou sur du moyen terme, voilà. Et après, faut se dire qu'on n'aura pas forcément toutes les réponses dès le début. Conséquences sur la santé mentale, bah forcément ça joue pas que sur le physique, on en a déjà parlé psychologique et physique de tout à l'heure. Donc la communauté sportive accorde une importance croissante à la santé mentale des athlètes de haut niveau. Ouais, on sait ce qui se passe dans certains sports de haut niveau. Comme en témoigne une nette augmentation des déclarations consensuelles et des études de prévalence sur ce sujet, un accent a été mis sur la sensibilisation accrue aux facteurs de risque et aux conséquences des RLS ou les facteurs psychologiques contribuant à la faible disponibilité énergétique et les conséquences sur la santé mentale ont été mises en évidence, bien qu'ils soient moins bien compris. Des études qualitatives récentes, impliquant principalement des athlètes d'endurance sous élite, soutiennent cette hypothèse. Elles rapportent que la LEA, qu'elle soit intentionnelle, donc régulation de poids ou non intentionnelle, absence d'augmentation consciente des apports énergétiques face à une augmentation de la dépense énergétique. Donc c'est la personne qui va augmenter beaucoup son volume par exemple et qui va pas adapter ses apports énergétiques. Donc en général, on adapte son apport énergétique, notamment glucides. Un apport de prot suffisant, un apport de gras toujours, il y a certains minimums à pas aller en dessous pour être en bonne santé. Et après, on peut moduler l'apport en glucides en fonction de l'activité qu'on fait. Voilà, plus on fait d'activité, plus on peut consommer, plus on va consommer de glucides en général. Et si on fait moins d'activité, on va réduire. Bah, si vous, quand vous augmentez le volume de sport ou l'intensité ou peu importe, vous augmentez quelque chose dans le sport et que vous augmentez pas les glucides, bah vous êtes potentiellement, du coup, vous pouvez vous mettre potentiellement en LEA du coup. Peut être associé à des résultats positifs à court terme, tels qu'une amélioration des performances ou une approbation sociale de la part des entraîneurs et de la culture sportive. Alors juste, elle rapporte que la LEA, qu'elle soit intentionnelle ou non intentionnelle, peut être associée à des résultats positifs à court terme. Voilà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, que sur le court terme, ça peut être positif. Ces résultats positifs à court terme rendent plus difficile pour les athlètes de reconnaître les implications potentielles à long terme sur leur santé et leur performance. C'est pas parce que ça, au début, c'est bon pour vous, que ça va l'être si vous restez très longtemps dans ce LEA, par exemple. Les comportements alimentaires désordonnés et les troubles alimentaires peuvent être exacerbés par l'influence des réseaux sociaux, les pressions sociétales, l'entourage, l'entraînement de coaching de l'athlète. On sait que parfois, pas faire de généralité, mais voilà, si vous suivez un petit peu l'actualité, il y a des gens qui sont parfois en procès, enfin voilà, avec du harcèlement, que ce soit physique, psychologique et tout ça, enfin voilà, le milieu de haut niveau, c'est pas toujours tout beau. La croyance qu'un physique, un poids ou une apparence spécifique amélioreront les performances, une insatisfaction générale liée à l'image corporelle. Effectivement, après, c'est des personnes, les sportifs aussi, mais tout le monde, il va y avoir l'influence des réseaux sociaux sur la manière qu'on a de se percevoir, et ça peut avoir un impact sur comment on va se comporter au niveau alimentaire et sportif. Ok, on peut diminuer son apport, on peut avoir des gens aussi qui vont vouloir compenser à chaque fois qu'il y a un écart qui est fait, le compenser dans le sport, voilà, et avoir des comportements qui peuvent être problématiques. Étant donné les conséquences potentiellement graves de ces comportements, la prévention, l'identification précoce et des interventions opportunes doivent être prioritaires. Indicateurs psychologiques associés à une LEA problématique et au REDS, donc troubles aux fluctuations de l'humeur, restrictions cognitives alimentaires, désir de minceur, réduction de la qualité du sommeil, tendance au perfectionnisme. Des symptômes dépressifs, des troubles affectifs, un bien-être réduit, rapporté subjectivement, une dépendance, excès d'exercice primaire ou secondaire, l'anxiété liée à une blessure ou la récupération, les difficultés à faire face aux exigences de poids spécifiques au sport, le développement de troubles alimentaires sont également des conséquences négatives associées à une LEA problématique et au REDS. Besoin de recherche, donc pour déterminer pourquoi de nombreux athlètes ne présentent que peu ou pas de conséquences négatives sur la santé mentale lors des premières phases d'une exposition à une LEA problématique, mieux comprendre la relation réciproque entre les différentes variables psychologiques, étant donné que le stress perçu
est une préoccupation courante dans les problèmes de santé mentale liés à la LEA et au REDS. Il est essentiel de se concentrer sur le développement d'environnements psychologiquement sûrs autour des athlètes, hein, ça c'est vraiment très important. Les détails pour créer des environnements sportifs sécurisés sont décrits dans la déclaration consensuelle du CIO sur la santé mentale des athlètes d'élite. Après, voilà, comme je vous disais aussi, vous êtes kiné, donc vous pouvez identifier. Donc, bah, vous avez votre rôle sur l'identification de facteurs de risque par rapport aux blessures, comment ils s'entraînent et tout ça, peut-être que voilà. Il y a donc REDS, et est-ce que aussi il n'y a pas certaines modifications au niveau psychologique, de l'humeur, tout ça, ou alors vous voyez une perte de poids mais qui dure dans le temps, ou, voilà, ou des blessures répétées qui peuvent signer un problème de REDS et tout ça. Et après, vous pouvez voir aussi tout ce qui va être en psychologique, hein, peut-être un changement d'humeur de la personne, et voilà, et si vous êtes témoin d'un environnement sportif qui est problématique, toxique pour la santé mentale des athlètes, bah après voilà, alors il faut peut-être faire certains signalements ou des choses comme ça, mais voilà, parce que comme je vous dis, on sait que dans le sport de haut niveau, ça peut être problématique certains comportements, voilà, donc faut pas. Et donc c'est pour ça aussi installer une relation de confiance, c'est important. Si avec le coach par exemple, votre athlète ça se passe hyper mal, il a peur du coach et tout ça machin, bon, il va peut-être pas se confier à lui, mais si vous il a peur de vous aussi, bon bah en fait il va, ou qu'il a peur que vous le disiez au coach, il va pas vous se confier à vous. Donc il faut vraiment installer ce climat de confiance. Là on va parler chez les hommes. De toute façon, c'est une des choses importantes à comprendre, hein, que je vous ai dit depuis le début, ça touche pas que les femmes. Si vous pensez que ça touche que les femmes, bah, vous allez passer à côté de beaucoup de cas. Parce que déjà, vous pouvez passer à côté de cas chez les femmes, si en plus tous les cas chez les hommes vous les oubliez, bon bah voilà, ça va commencer à faire beaucoup. Donc, REDS chez les athlètes masculins. Donc, bien que la déclaration consensuelle du CIO sur les REDS en 2014 et sa mise à jour en 2018 ait évoqué l'impact de la faible disponibilité énergétique et des REDS chez les athlètes masculins, les recherches disponibles à l'époque étaient limitées. Depuis, malgré une insistance de la communauté scientifique sur la nécessité d'études portant sur les hommes, seulement 20% des études originales menées entre 2018 et 2020 incluent des athlètes masculins. Donc, c'est quand même, ils sont moins étudiés les athlètes masculins que les athlètes féminins pour ce problème-là. Alors après, commencez pas à gueuler pour le nombre d'études où les femmes on les étudie pas. Bon, hein, c'est pas c'est pas kiff kiff, hein, ok. Je vous rappelle, j'avais fait une vidéo sur le TDPM avec c'est un trouble qui touche énormément de femmes en termes de proportion dans la population, quasiment autant que la schizophrénie qui touche les hommes et les femmes. Et il y a quasiment aucune étude qui est faite sur le sujet. Voilà, donc les femmes, elles sont quand même, dans la littérature, elles sont parfois absentes, hein, que ce soit dans la littérature, recherche sur la prise de muscle et tout ça en hypertrophie, sur la santé, voilà. Donc on commence pas à râler. Alors qu'un seuil universel de 30 kcal par kilo de masse maigre par jour est débattu comme limite pour la LEA menant à des REDS chez les femmes, ce seuil ou la gamme à laquelle les hommes présentent des symptômes liés au REDS est encore moins bien compris. Toutefois, il semble être plus bas, autour de 9 à 25 kcal par kilo de masse maigre par jour. Kilo de masse maigre, en gros, c'est c'est free fat mass, donc en fait c'est juste on compte pas le gras. Voilà, donc autant faut-il pouvoir estimer son gras. Mais voilà, on verra qu'il y a des techniques qui sont utilisées en fait par eux pour estimer ça, mais on s'en fout. Les données montrent que la plupart des hommes peuvent tolérer une disponibilité énergétique plus faible avant que des troubles physiologiques et psychologiques ne se manifestent. Voilà, donc ça c'est important. Il n'y a pas un seuil de calories équitable pour tout le monde. Déjà, ça va être différent chez chacun et il sera en moyenne, il sera plus faible chez les hommes pour déclencher des symptômes que chez la femme. Donc en gros, ce que ça veut dire que pour un même poids, et même vraiment un même poids de masse maigre, un homme et une femme, vous pouvez pas leur donner le même apport calorique, a priori. D'accord? Hein, c'est pas parce que par exemple on a un homme et une femme, ils font 60 kilos tous les deux avec 15% de body fat, que vous pouvez leur donner exactement la même répartie, enfin le même apport calorique et vous dire bon bah, en fait c'est bon, c'est pareil. Non, enfin, il y a une adaptation qui doit se faire en fonction du sexe de la personne. Cependant, une faible disponibilité énergétique problématique peut survenir chez les athlètes masculins et entraîner des effets négatifs sur l'axe hypothalamo-hypophyso-gonadique et les hormones associées, des changements dans les hormones métaboliques, altération de la fonction immunitaire, impact sur la santé osseuse, des résultats négatifs en termes de performance et une diminution de l'accumulation de masse maigre.
Bien que ces effets soient comparables à ceux observés chez les athlètes féminines, l'ampleur des effets sur certains paramètres physiologiques et le seuil à partir duquel ils apparaissent semblent varier selon le sexe. Deux indicateurs émergent des REDS chez les hommes, donc ça va être la faible libido et une diminution des érections matinales identifiées comme des conséquences physiologiques de la faible disponibilité énergétique. Donc là, ça pareil, ça prend tout son sens, cette histoire de confiance, parce qu'il va falloir poser des questions qui sont relativement délicates. Encore, quand vous posez ces questions-là, par exemple sur la fonction urinaire et sexuelle, dans le cadre d'un syndrome de la queue de cheval, vous pouvez lui expliquer à la personne que effectivement c'est très important pour vous et que ça peut signer l'atteinte de certains nerfs et tout ça. Là, peut-être que la personne et donc elle va être plus à même de vous répondre sur ces questions-là. Là, peut-être que la personne ne va pas se rendre compte de l'importance de l'impact en fait de son déficit énergétique ou de ce qui se passe. Et donc du coup, peut-être qu'il sera plus réticent à poser ces questions. Peut-être qu'il va pas remarquer certaines choses. Voilà, voilà. En tout cas, ces deux indicateurs-là, faut les avoir en tête chez les hommes. Vous voyez, enfin, on a quelques pistes hein, quand même. Peut-être qu'il faudrait que je fasse un truc récapitulatif, mais voilà. Donc ça touche les hommes, ça touche les femmes, pas à partir du même apport calorique. Les signes chez les hommes, ça va être ça. Enfin voilà. Chez les para-athlètes, bah pareil, c'est pas super étudié non plus, mais la prévalence estimée des REDS chez les para-athlètes, bah, elle est inconnue. Il est préoccupant que ces athlètes soient potentiellement plus exposés à une LEA problématique que les athlètes valides. Parmi les para-athlètes américains se préparant aux Jeux paralympiques, 62% ont tenté de modifier leur poids ou leur composition corporelle pour améliorer leur performance, 32% ont obtenu des scores élevés sur la sous-échelle de comportement pathologique du questionnaire d'examen des troubles alimentaires, 44% des athlètes féminines ont rapporté des dysfonctionnements menstruels. Une autre étude estimant la disponibilité énergétique chez les athlètes en fauteuil roulant a révélé que presque toute la cohorte remplissait les critères de LEA pendant au moins une période de 24 heures au cours de l'étude d'une semaine. Les facteurs contribuant à une mauvaise image corporelle, au risque de LEA et ou au comportement alimentaire désordonné et aux troubles alimentaires peuvent être liés au handicap, statut sportif, pression compétitive, l'environnement d'entraînement ou une combinaison de tout ça. Conséquences spécifiques chez les para-athlètes, donc santé osseuse et blessures osseuses, donc exposition accrue au risque de blessures osseuses liées à des facteurs comme la charge, blessures liées à la moelle épinière, donc les athlètes présentant des lésions neurologiques centrales peuvent subir des modifications de l'axe HPG et des fonctions menstruelles de base, indépendamment du statut énergétique, limite des outils d'évaluation, la densitométrie osseuse, donc le DXA est l'outil le plus accepté pour mesurer la BMD, mais son utilisation est limitée chez les para-athlètes. Besoin de recherche, il est nécessaire de développer des techniques d'évaluation de la BMD. Donc ça c'est la densité osseuse et des gammes de référence adaptées aux para-athlètes afin de mieux comprendre les REDS dans cette population. Effectivement, c'est peu étudié les hommes, bon, bah, les athlètes handicapés encore moins. Donc il faut faire des études sur le sujet. Donc là, on revient. Bah, en fait, c'est ce qu'on a vu au début. Hein, c'est juste que bon, c'est un petit peu plus joli là. Donc là, ça nous montre l'impact sur les performances. Et là, ça nous montre l'impact sur les fonctions. Mais voilà, on voit que ça touche tout. L'os, fonction gastro-intestinale, métabolisme, énergétique. Là, ça peut même altérer la fonction hématologique, incontinence urinaire. Donc en fait, ça va tout impacter. En fait, on va avoir des altérations de plein de fonctions et on voit en fait que l'histoire de la triade de l'athlète féminine au début, bah, ça peut être qu'une partie, bah, voilà, ça on voyait pas tout. Et après, bon, bah, les performances, ça a tout joué, hein, la motivation, l'endurance, la force musculaire, la puissance, bon, voilà, c'est, ça impacte tout. Indicateurs médicaux graves de RAID et ou de troubles de l'alimentation nécessitant une attention médicale immédiate, une hospitalisation potentielle et un arrêt de l'entraînement et de la compétition. Donc, avertissement, cette liste ne doit pas être utilisée isolément, elle doit être interprétée dans le cadre d'une évaluation clinique approfondie, prenant en compte la gravité de l'état physique et mental de la tête, bien évidemment. Quand on a des indications comme ça, c'est toujours à mettre dans le contexte de la personne. D'accord? On ne prend pas juste ça et on se dit, voilà, c'est pas bon, on l'envoie à l'hôpital. Juste une chose, donc comme je vous dis, nous on a. Donc en fait, les RLS, je vais le répéter, hein, mais ça fait partie, ce déficit énergétique relatif lié au sport, aux pathologies qu'il faut identifier. Donc en fait, quand vous avez les pathologies, les drapeaux rouges, d'accord, traumatisme, infection, tout ça, bah ça doit, vous devez l'avoir en tête, d'accord. Peut-être plutôt chez des sportifs, pas que, mais plutôt chez les sportifs, vous devez l'avoir en tête à un moment donné. Si vous y pensez jamais, bah, peut-être que vous avez une patientèle qui
qui n'est pas la cible de ça. Et si vous n'y pensez jamais, essayez de mettre ça un petit peu dans votre tête et voyez si, à partir de ça, vous arrivez à détecter chez certaines personnes ces troubles-là. Donc, avoir un IMC inférieur aux 75% de l'IMC médian pour l'âge et le sexe, trouble électrolytique, donc ça par contre donc ça vous n'avez pas accès, ça vous pouvez vous renseigner, voilà, en général vous avez le poids de la personne, sa taille, son âge, son sexe, bon après il faut juste comparer avec l'IMC médian. Ça, c'est sous prise de sang. Donc c'est pour ça qu'il faut c'est pour ça que c'est pluridisciplinaire aussi, hein. Anomalie à l'ECG, hypotension sévère, bon ça vous pouvez l'identifier. Intolérance orthostatique, d'accord, donc adulte et adolescent, c'est une chute de la pression artérielle systolique de la position couchée à la position debout, supérieure à 20 mm de mercure, et chute de la PA diastolique de plus de 10 mm de mercure. Ça, c'est quelque chose qu'on peut prendre en charge, il suffit d'avoir un tensiomètre dans son câble. Échec du programme de traitement ambulatoire des troubles de l'alimentation, complications médicales aiguës de malnutrition, syncope, convulsion, défaillance cardiaque, pancréatite. Bon là on est sur des... Voilà, c'est quand même des choses... Syncope, si vous avez ça au cap, c'est quand même... faut se poser des questions. Toute condition empêchant le traitement médical et le suivi pendant l'entraînement et ou la compétition. Application clinique. Évaluation de la disponibilité énergétique. Bon, là, on va passer vite, mais en fait, il y a des trucs à connaître, quoi. Les recherches pionnières sur la disponibilité menées chez des femmes sédentaires ont identifié un continuum de niveau de risque, de faible à élevé en fonction de l'apport énergétique. Voilà, donc supérieur ou égal à 45 kilocalories par kilogramme de masse maigre par jour. Là, on est sur un apport énergétique élevé. Adéquat, c'est aux alentours de 45. Réduit, on est entre 30 et 45. Et là où on a les problèmes de santé, on a vu que chez les femmes, c'est en dessous de 30 kilocalories par kilogramme de masse maigre par jour. Ensuite, on va aller là. Bien que cette valeur ait initialement servi de repère plutôt que de critère diagnostique absolu, des études récentes basées sur des observations cliniques en conditions réelles, des modèles théoriques et des défis méthodologiques ont mis en évidence de grandes variations individuelles dans les seuils de A associés aux impacts sur la santé et la performance en fonction du sexe, des caractéristiques individuelles, des différents systèmes physiologiques affectés. Effectivement, comme on a vu, les hommes et les femmes ne sont pas touchés pareil, mais après, au sein des hommes et des femmes, tout le monde ne va pas répondre pareil. On a les facteurs modérateurs qui peuvent être protecteurs. Voilà. Et même certains, peut-être que ça peut apparaître un petit peu plus avant les 30 kilocalories. Malheureusement, la mesure de l'apport énergétique chez les athlètes vivant en liberté, vivant en liberté, ouais, qui va pas être dans un milieu contrôlé en permanence, est mise à l'épreuve par un niveau élevé de charge, en termes de temps et d'effort. Pour l'athlète en lui-même, il doit tout noter, son apport calorique, son truc, son machin, et l'évaluateur aussi, qui doit, qui va dépendre des données, mais qui va devoir aussi, ça va lui prendre du temps et de l'effort aussi de suivre strictement ce que fait l'athlète. Donc c'est un petit peu compliqué d'avoir vraiment un suivi hyper précis. Évaluation et gestion de la composition corporelle. Alors attendez, il nous reste encore 2 diapos sur la même étude. Ok. L'évaluation et la gestion de la composition corporelle sont essentielles pour optimiser la santé et la performance athlétique, en particulier dans les sports où le poids et la minceur jouent un rôle clé. Les athlètes peuvent subir des pressions internes et ou externes pour atteindre une apparence athlétique, critères esthétiques, qui peuvent être douteux en fonction du sport, parce que pas forcément... Voilà. Ce qui peut entraîner une insatisfaction corporelle, un déficit énergétique relatif, des comportements alimentaires perturbés ou des troubles du comportement alimentaire. Cela est particulièrement préoccupant chez les jeunes athlètes car les conséquences physiques et psychologiques peuvent être durables. On a vu que c'est quelque chose qui pouvait s'installer sur le long terme. De nombreuses disciplines sportives vont intégrer une culture où entraîneurs et équipes médicales exercent une pression allant de subtile à extrême pour réguler le poids et la composition corporelle des athlètes. Malheureusement, beaucoup de ces professionnels manquent de connaissances sur la régulation du poids et de la composition corporelle et sur la façon dont elle peut améliorer la performance tout en préservant la santé. En fait, c'est des mecs qui jouent à un jeu où ils connaissent pas les règles. Aux apprentis, je sais pas quoi, ignorent les limites et les impacts négatifs potentiels de certaines méthodes d'évaluation de la composition corporelle, ont des compétences limitées en communication et ne disposent pas de protocoles optimisés pour gérer et utiliser ces données de manière sécurisée, afin de promouvoir la santé et la performance sans augmenter le risque de REDES, de comportements alimentaires perturbés ou de troubles du comportement alimentaire. De toute manière, vous savez que dans certains domaines, on va prendre la kiné au cabinet, voilà, il y a des choses, ça fait 1000 ans qu'on sait que c'est plus comme ça, on les apprend encore dans les écoles, c'est encore vu en cabinet. Bon, là, on parle d'un problème, même si ça existait avant sous la forme de triade de la tête féminine, le terme de REDES, ça date de 2014.
Donc là, on se dit que de toute façon, on a de la marge avant que ça entre dans comme quelque chose d'hyper connu et tout ça. Soit après, on aura des cas concrets. Et du coup, bah, c'est pour ça, cette vidéo-là, elle a aussi ce but-là, hein, de sensibiliser un petit peu à cette problématique-là. Toujours pareil, comprendre le contexte dans lequel on évolue. Oui, les REDS, c'est en rapport avec un déficit énergétique, ok, mais qu'est-ce qui favorise ça? Est-ce que ça touche que les hommes? Est-ce que ça touche que les hommes? Est-ce qu'on a des signes, nous, au cabinet, qu'on peut essayer d'identifier? Qu'est-ce qui va nous faire dire, il faut que je regarde ça chez cette personne-là? Donc voilà, il faut un petit peu remettre du contexte dans tout ça pour comprendre un petit peu euh, ce qui se passe et être capable d'identifier ça, parce que les personnes elles vont passer au travers du filet, sinon à chaque fois. Le choix d'une méthode d'évaluation de la composition corporelle repose sur sa précision, sa reproductivité, son utilité et son coût. Ouais, bon, ça, on s'en fiche un petit peu, hein. Donc là, en gros, les trois méthodes recommandées à ce jour pour évaluer la composition corporelle sont les plis cutanés, donc DXA, DexaScan, l'échographie en mode B. Afin de minimiser le risque de déficit énergétique relatif et de troubles du comportement alimentaire, l'évaluation du poids et de la composition corporelle doit être réalisée par une équipe médicale et sportive formée, donc voilà, capable d'accompagner la tête et l'entraîneur dans des décisions éclairées, mettant la santé en priorité et la performance en second plan. Ouais, effectivement, la santé physique et mentale de l'athlète, c'est quand même un petit peu plus important que ses performances. Un dépistage des préoccupations. De toute façon, après, ça peut être difficile de faire de la performance en ayant une santé physique éclatée et un moral au plus bas. Un dépistage des préoccupations liées à l'image corporelle et des comportements alimentaires problématiques, la mise en place d'interventions nutritionnelles adaptées et d'un suivi régulier de l'athlète. Enfin, les données de composition corporelle étant considérées comme des données de santé, elles doivent être traitées avec un niveau de confidentialité approprié. Chaque évaluation et rapport de résultats nécessite le consentement éclairé de l'athlète et ne doit être partagé qu'avec les personnes autorisées par celui-ci. Bon voilà, comme toujours, hein, la règle, on n'est pas un connard, on respecte la déontologie et le secret médical. Bon, hop, la page de pub, donc si vous voulez vous procurer la formation, toujours pareil, donc si vous voulez voir un peu à quoi ça ressemble, vous avez cette vidéo-là, la mise à jour ici, et puis voilà, c'est tout. Ouais, mais je vous donnerai des informations bientôt, voilà. Là, on change d'étude et on va voir un petit peu des cas concrets. Est-ce qu'on est chaud? Est-ce qu'on n'est pas chaud en tant que kiné? On va voir ça, donc ça devrait aller un peu plus vite là. Là, on va rentrer un petit peu dans le concret, mais en fait, toutes les bases théoriques d'avant, il faut les avoir parce que, pareil, on voit que c'est pas connu. Le but, c'est de sensibiliser. Je vais pas vous sensibiliser en vous disant, en vous balançant trois pauvres définitions et après on y va. Non, faut comprendre le contexte du sportif. Nanana. Bon, cas clinique numéro 1. Donc, les physiothérapeutes, médecins du sport et chirurgiens orthopédistes ont été confrontés à un cas clinique. Donc, une patiente de 23 ans, IMC normal, qui s'entraîne 15 heures par semaine pour un triathlon et qui présente une fracture de stress. Et donc là, en fait, presque tous les physiothérapeutes interrogés, 96,2%, tous les médecins du sport interrogés, ouais, c'était 100%, et 93% des chirurgiens orthopédistes ont déclaré qu'ils poseraient des questions sur une augmentation récente de l'intensité de l'entraînement. Donc ça semble un petit peu logique. Augmentation du volume d'entraînement peut-être un peu trop brusque, ou de l'intensité, fracture de stress, bon c'est cohérent de poser la question. Presque la moitié des physiothérapeutes, donc 47,3%, la majorité des médecins du sport 86% et seulement 18,6% des chirurgiens orthopédistes demanderaient également s'il y a eu une perte de poids. Effectivement, c'est peut-être une question qu'il faudrait poser, mais on voit que dans les kinés, on est déjà moins de 50% à poser la question. Donc, personne qui a une fracture de stress, l'activité, ça se pose, la perte de poids, ça peut se poser aussi. Par exemple, dans le cas de lombalgie, vous posez la question parfois, non? Altération de l'état général, perte de poids, tout ça, bon bah on peut le poser aussi cette question-là dans ce cadre-là. Hop, et près de 20% des physiothérapeutes, 89,5% des médecins du sport et 11,6% des chirurgiens orthopédistes poseraient des questions sur le cycle menstruel. Donc effectivement, alors après peut-être que ils estimaient qu'il n'y avait pas besoin de poser la question, mais effectivement, dans le cas d'une athlète qui s'entraîne quand même 15 heures par semaine dans un objectif de triathlon qui présente une fracture de stress, bah ouais en fait c'est trois questions qui me semblent être important de poser les trois en fait là. Donc le changement au niveau de l'entraînement, la perte de poids et comment ça se passe au niveau du cycle menstruel. Voilà, c'est quand même des questions qu'il faut être capable de poser. Donc pareil, vous pouvez les noter et vous dire ah, bon bah si j'ai un patient ou patiente sportive qui prépare une compétition, est-ce que voilà, je pense que l'intensité de l'entraînement vous le demandez, variation de la charge. Par contre, peut-être que les autres vous les demandez pas. Donc voilà.
Par la suite, les physiothérapeutes, médecins du sport et chirurgiens orthopédistes interrogés ont été questionnés sur les mesures à prendre si la patiente signalait une absence de menstruation depuis 8 mois, malgré un poids corporel stable. Donc, 83,7% des physiothérapeutes indiquent qu'ils enverraient un rapport au médecin généraliste et conseilleraient à la patiente de consulter son généraliste. Effectivement, quand il y a une absence de menstruation, 8 mois, bon bah là, effectivement, il faut renvoyer vers le médecin, hein. Il y a quelque chose qui se passe, a priori. Après, tout à remettre dans le contexte, hein. Là, parce que là, on parle d'une femme qui a 23 ans, ok? Si c'est une femme de 70 ans qui vous dit que vous commencez à lui poser des questions sur ses règles, bon, et qu'elle vous dit que ça fait plusieurs années qu'elle en a pas, on la renvoie pas chez le médecin, hein. On rigole, mais c'est toujours une question de contexte à un moment donné, d'accord? Voilà, on reste cohérent. C'est pour ça qu'il faut un peu des bases en physio. Bon, là, on n'est pas sur des grosses bases, hein, mais faut quand même en avoir. Enfin, voilà, c'est le minimum à avoir, au moins. Parmi les médecins du sport, 61,6 recommanderaient d'arrêter ou de réduire l'intensité sportive, 57% orienteraient la patiente vers un diététicien spécialisé dans le sport, 25,6% adresseraient la patiente à un gynécologue. On verra après que les gynécologues pourraient poser problème parfois. Pour les chirurgiens orthopédistes, 44,2% référaient la patiente à un médecin du sport, 37,2% recommanderaient une consultation gynécologique. Donc en fait, de toute façon, le médecin du sport, normalement, il est censé maîtriser ce type de sujet. Après, il faut qu'il soit entouré d'une équipe, parce que comme on a vu, il peut y avoir des troubles psychologiques, il peut y avoir donc des troubles alimentaires. Est-ce que le médecin il est capable de faire le plan alimentaire, ou alors il faut renvoyer vers un médecin nutritionniste ou un diététicien. Voilà. Bon, après, voilà. Donc, toujours approche pluridisciplinaire. Cas clinique numéro 2, les médecins généralistes et les gynécologues interrogés ont été confrontés à un cas clinique d'une patiente de 23 ans avec un IMC normal et une aménorrhée depuis 8 mois. Donc là, nous on a été, les kinés, dégagés du truc. On ne nous demande plus notre avis. 74% des médecins généralistes et 85,4% des gynécologues poseraient des questions sur l'intensité des activités sportives. Okay, donc ça veut dire qu'il y a quand même un quart des médecins généralistes, l'activité sportive, c'est pas leur problème, ils ne poseraient pas la question. Une minorité des médecins généralistes, 5%, et des gynécologues, 6,4%, demanderaient un historique des blessures ou des fractures de stress. Et effectivement, il faut penser dans les deux sens. C'est-à-dire que vous avez, là, votre patiente, elle se présente avec une fracture de stress, le cas d'avant, elle se présente avec une fracture de stress, et ben, il faut demander aussi, est-ce que c'est la première fois ou est-ce que c'est des antécédents, voilà. Une femme qui vient, ou on va dire la même patiente qui vient pour des douleurs, il y a une perte de poids, mais elle vient pas pour une fracture de stress, bah, est-ce que dans les antécédents, il y a des fractures de stress, voilà. Donc demander si la personne vient pour une fracture de stress, bah, faut noter fracture de stress et peut-être se dire des trucs, mais s'il n'y a pas de fracture de stress à ce moment-là, se demander est-ce qu'il y en a eu. Une minorité donc ça c'est bon, 57% des généralistes adopteraient une approche attentiste, rassurant la patiente sur le retour spontané du cycle menstruel en cas de réduction de l'intensité sportive, mais sans nécessité d'un changement immédiat. Donc là, ça fait quand même beaucoup, 57%, c'est pas tout à fait la bonne méthode, hein, l'approche attentiste, réduisez un petit peu, ça va revenir. Non, bah, faut aller un petit peu plus loin que ça quand même. Faut aller un petit peu plus loin que ça quand même. 46,6% des gynécologues prescriraient une pilule contraceptive pour réguler le cycle menstruel, tandis que 42% privilégieraient une approche attentiste. J'aime bien parce que vous avez plus de règles, bon bah on va vous les redonner, voir, et ça c'est pas un souci. Ça vous inquiète? Bon bah j'ai une petite pilule, ça devrait plus vous inquiéter d'ici quelques semaines. Là c'est quand même c'est chaud. C'est la personne qui vient avec une fracture de stress, et puis le médecin lui dit tenez de la codéine, ça va aller mieux. Si vous courez en prenant de la codéine, vous allez voir plus aucune douleur, il n'y a plus aucun souci. Voilà. Donc en fait, on règle absolument pas le problème, on masque le truc. Là, c'est chaud. Ça veut dire la personne, voilà, comme je vous dis, là, admettons fracture de stress, on rajoute l'aménorrhée depuis 8 mois, il faut poser des questions, on règle pas le problème de l'aménorrhée avec, avec une pilule. Connaissance et sentiments de compétences. Donc, au total, 22% des répondants connaissaient l'existence du syndrome REVES. Bon, 22%, c'est pas ouf. On va se mettre d'accord sur le truc, pas ouf. Ok, ça fait une personne sur 5, grosso modo, qui connaissent l'existence du REDES. Ce pourcentage était le plus élevé chez les médecins du sport interrogés, donc effectivement c'est un petit peu eux les spécialistes de ce domaine-là, normalement parce que ça touche les sportifs.
Donc 92,9% déclaraient être conscients de l'existence du syndrome REDES. Donc là, eux, ils maîtrisaient quand même, ils connaissaient en tout cas. Ils connaissaient. Et le plus bas parmi les médecins généralistes, dont seulement 10,1% étaient informés de ce syndrome. Qu'est-ce que ça veut dire en pratique clinique pour nous? Qu'est-ce que ça veut dire? Bah, ça veut dire en fait que un patient qui vient vous voir pour fracture de stress, ou douleur ou peu importe, sportif et tout ça, bah en fait il y a peut-être que le médecin va être passé à côté. Donc vous devez connaître ça parce que sinon vous allez traiter quelqu'un pour un problème de fracture de stress, mais en fait qui dépend d'une problématique beaucoup plus large. Et en fait, c'est pareil, vous n'allez pas servir à grand chose. Donc il faut identifier ça. Bon bah les médecins ne connaissent pas. Bon bah nous on va prendre en tant que kiné, nous on va assumer ce rôle-là, ok. Parmi les chirurgiens orthopédistes interrogés, 23,3% connaissaient le REDES, 18,5% des physiothérapeutes et 11% des gynécologues. Voilà, donc ça veut dire qu'au total, 22% reconnaissaient l'existence. Nous, les kinés, on est quand même pas ouf. Hein. Là, 18,5%, c'est un peu chaud. Hein. Donc on a bien rigolé sur là les gynécologues qui font ça. Là, du coup, on rigole moins, non? Donc 18,5%, mais là, c'est très faible. Hein. Donc à un moment donné, comme je vous dis, c'est un terme qui est récent. 2014, peut-être que vous n'avez pas vu ça en cours, donc voilà, profitez de cette vidéo-là pour vous informer un petit peu, et peut-être prendre des notes, en tout cas être sensibilisé, quoi. Donc parmi ceux qui ont répondu à cette question, donc la question de quel point ils se sentiraient compétents et tout ça, donc 57,6% se sentaient compétents pour discuter des problèmes sous-jacents au REDES, 27,7% déclaraient ne pas se sentir qualifiés pour le faire, 14,8% déclaraient ne pas savoir, 7,4% se sentaient qualifiés pour traiter le REDES. Après, vous avez les répartitions. Oui, non, ne sait pas. Le pourcentage ici par rapport à certaines thématiques. Le score moyen des questions sur le REDES était de 7,7. En fait, il y a un questionnaire, okay, une espèce de QCM. Enfin, il y a question, parfois il y a plusieurs choix de réponse, parfois il n'y en a qu'une seule. Et ça fait donc il y avait 5 questions, et à la fin ça faisait un total. C'était sur 10 points, je crois. Donc le score moyen des questions sur le REDES était de 7,7. Les physiothérapeutes ont obtenu le score le plus bas avec une moyenne de 5,7. Super les kinés. Surtout que vous allez voir qu'après, il y a une étude qui dit qu'on a une place essentielle dans l'identification, le nanana. Mais a priori, bon, bah, pour le moment, on n'assume pas vraiment la place. Sachant que l'étude qui vient de sortir, la prochaine, je crois, elle date de 2024. Celle où on verra que les kinés, ils ont un rôle à jouer. Cette étude-là, elle a été publiée en 2023. Elle a dû être menée avant, du coup. Mais voilà, elle date pas d'il y a 10 ans. Hein. Suivi des chirurgiens orthopédistes, donc 6,1, des médecins généralistes 7,3, des gynécologues et médecins du sport. Donc on a été les plus nazes. Effectivement, on a été vraiment nazes. Donc les questions, voilà. Donc quel est donc là on peut faire le questionnaire. Bon, et alors vous avez déjà les réponses, ok. Mais normalement là maintenant, si vous faites le questionnaire, bon, vous avez les réponses comme je vous dis. Tant pis. Mais si vous faites le questionnaire maintenant, normalement là vous avez une note, une bonne note, ok. Parce que là on vous demande quelle est l'étiologie. Bon bah là j'espère quand même que vous savez que c'est la faible disponibilité énergétique, ok. On parle pas forcément du body fat, voilà, on n'a pas parlé de manque d'apport dans certains nutriments ou d'une perte de poids récente. On en a parlé d'un déficit d'une faible disponibilité énergétique sur après plus ou moins long terme. Ensuite, quelles sont les conséquences? Donc là, on vous dit qu'il y a plusieurs réponses possibles. Donc, une altération au niveau de la croissance, effectivement, pour les enfants. Oui, je ne sais pas qu'on en avait spécifiquement parlé, mais ça semble logique. Aménorrhée, une irrégularité dans les cycles menstruels, fracture de stress, un risque plus important de blessure, notamment parce que la fracture de stress c'est une blessure, et une réponse diminuée à l'entraînement, c'est-à-dire moins d'adaptation, que ce soit en prise de force, en prise de muscle. On a vu que ça pouvait aussi impacter la fonction cardiovasculaire, donc peut-être moins d'adaptation cardiovasculaire, tout ça. Est-ce que les REDES incluent toujours un trouble alimentaire? Bah non, on a vu que c'était avec ou sans trouble, dès les premières diapos on avait vu ça. Et là on vous demande quels sont les 3 sports les plus dangereux pour les plus à risque de développer des REDES. On n'en a pas parlé, mais c'est... normalement je pense que vous auriez quand même dit gymnastique, l'aviron et le vélo. Voilà, ou des sports où il y a de l'endurance notamment, ou des choses comme ça. Donc si vous aviez ça en tête... Bon, difficile à dire parce que du coup je vous ai gâché tout le machin parce que voilà, mais là normalement vous êtes chaud. Normalement vous voyez, vous vous rendez compte, vous êtes plus chaud que pas mal de personnes ici. Voilà.
Peut-être même vous avez le niveau médecin du sport. Bon, après, les questions sont pas dures non plus, hein. Je voulais juste dire une chose, on verra certaines particularités de certains sports dans d'autres vidéos. Ok, on a des études avec des kinés et leurs connaissances sur, bah, par exemple, l'aviron, c'est sûr que j'en ai une d'études sur le sujet. Enfin, je sais plus ce que j'ai, mais on travaillera ça on verra ça la prochaine fois. Ou les autres prochaines fois. D'abord, on fera peut-être un truc sur un peu, on reviendra sur les REDS. Est-ce que c'est que du déficit énergétique ou est-ce qu'il y a autre chose? Et après, on repartira dans des cas concrets, des choses comme ça. Spécialistes impliqués dans le traitement. Selon les répondants, les spécialistes impliqués dans le traitement sont médecins du sport. Bon là, normalement, oui, ça paraît un peu logique. Diététicien, oui, bah oui, effectivement, il y a un problème d'apport calorique et tout ça, d'apport énergétique. Psychologue, bah oui, on a vu qu'il y avait des conséquences psy. Physiothérapeute, médecin généraliste. Bon, on n'arrive pas, on est plutôt à la fin, nous. Mais là, après, on parle de traitement. Donc effectivement, dans le traitement, peut-être que c'est pas nous qui avons la plus grande place à jouer. Il y a peut-être d'autres choses à faire avant nous. Si on parle de traiter une fracture de stress, pourquoi pas, nous on va être tout en haut, mais si on traite une fracture de stress due à des REDS, bah, peut-être que notre rôle il va diminuer un petit peu. On aura quand même notre rôle à jouer sur le management de la blessure et tout ça, et le retour au sport, mais voilà, dans un cadre plus global. Un écart a été observé entre la perception des physiothérapeutes par les autres spécialités. 4,8% des médecins du sport pensaient que le physiothérapeute devait être impliqué dans le traitement du REDS, donc là clairement, ils nous disent à quoi vous allez servir. Alors que 43,5% des physiothérapeutes eux-mêmes estimaient que leur implication était nécessaire. Donc nous, on pense qu'on est nécessaire, les médecins du sport, ils pensent pas. En même temps, on a les résultats les plus éclatants ici. Donc là, franchement, j'espère qu'après cette vidéo, ceux qui regarderont, j'espère qu'ensemble, on sera un tout petit peu meilleur que la nullité absolue, quoi. La majorité des répondants ont sélectionné plus d'un spécialiste et plusieurs ont mentionné un traitement multidisciplinaire dans leurs commentaires. Bon bah effectivement, il faut un traitement multidisciplinaire, mais même vous, vous le savez. Mais en fait maintenant vous savez tout en fait. Vous savez quasiment tout. Discussion, donc en général la conscience de l'existence du REDS est faible avec seulement 22% des répondants ayant entendu parler de ce syndrome. De toute façon là je vais répéter ce que j'ai déjà dit je crois. Une éducation sur le REDS, les médecins du sport interrogés avaient un pourcentage relativement réglé de bons, ils répondaient bien aux questions, les médecins du sport ont obtenu des meilleurs ok, en particulier chez les généralistes, une grande différence était observée entre deux questions, bien que 75,4% des médecins généralistes aient déclaré se sentir compétents pour discuter, seulement 2,5% déclaraient se sentir compétents pour traiter, oui, ok. Après, c'est peut-être pas forcément directement leur rôle aussi, hein. De manière, mais bon, par contre, il faut connaître. Ok, on revient au chiffre de 22%. De manière remarquable, 46,6% des ça, j'aime bien de manière remarquable, 46,6% des gynécologues interrogés suggéraient de commencer une contraception orale lorsqu'ils sont confrontés à une patiente souffrant d'aménorrhée et s'entraînant 15 heures par semaine. Commencer une contraception orale ne ferait que masquer l'aménorrhée sans traiter le problème sous-jacent de faible disponibilité énergétique et les problèmes associés tels que la détérioration de la santé osseuse. C'est exactement ça, vous avez une fracture de stress, bon bah je vais vous prescrire des fortes doses de codéine avant d'aller courir, vous allez voir, ça va être la course, elle va passer tout seul. La perte osseuse pourrait même progresser ou s'aggraver avec ce traitement, surtout si la tête maintient une faible disponibilité énergétique, et donc très important d'éduquer les gynécologues et les médecins généralistes qui traitent ces patients sur le sujet et les méthodes de traitement préférées. Donc voilà, bon, au moins vous, qu'est-ce que vous retenez de ça? Bon bah, c'est un peu drôle, mais en vrai c'est pas drôle. Mais qu'est-ce que ça peut qu'est-ce que vous pouvez faire avec ça? Là normalement, vous vous dites, je reçois ma patiente, on va prendre la même patiente que tout à l'heure, je reçois ma patiente, elle m'explique qu'elle a une fracture de stress, tout ça, puis elle me dit qu'en fait elle en a eu plusieurs peut-être sur ces dernières années, vous posez des questions par rapport à comment, s'il y a une perte de poids, si elle mange bien, tout ça, vous lui demandez s'il y a des problèmes de règles, elle vous dit oui, j'ai pas eu mes règles pendant 8 mois, mais là c'est revenu depuis qu'on m'a donné la pilule. Et là, poum, vous vous dites, ah oui, non, mais alors attendez, on va peut-être revoir pourquoi il vous a prescrit ça, on va refaire tout l'historique, est-ce que, et si vous estimez qu'il y a peut-être en sous-jacent un problème de REDS, peut-être faire un courrier ou appeler directement le gynéco pour lui dire, non mais là en fait, alors si vous appelez vous directement, peut-être qu'on va vous dégager, mais au moins passer par le médecin du sport, dire qu'il y a REDS, et une fois qu'il y a REDS, après si le médecin du sport n'appelle pas le gynéco, vous l'appelez, vous lui dites, bon, il y a REDS, c'est peut-être pas la bonne idée de prescrire une pilule tout de suite, donc est-ce que vous pouvez voir avec la patiente si vous pouvez pas arrêter le traitement, ok?
Hop, de plus, la majorité des répondants étaient des femmes, bien que la plupart des physiothérapeutes et des médecins aux Pays-Bas soient des femmes. 58,8% pour les physiothérapeutes, 56,6% pour les médecins. Le pourcentage répondant dans le questionnaire est encore plus élevé, 72,1% des médecins et 63% des physiothérapeutes. Donc on a un petit biais de sélection qui pourrait avoir entraîné une surestimation de la conscience et de la connaissance du REDES par rapport à la population générale de ces spécialistes, ainsi qu'une surestimation du nombre de médecins qui se sentent compétents pour discuter des problèmes sous-jacents et pour traiter le REDES. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que peut-être que les chiffres que je vous ai donnés sont peut-être un petit peu optimistes par rapport à la réalité. Et ça, c'est problématique. Parce qu'on part pas quand même avec une base de folie, hein, donc être surestimé sur une base faible, c'est dommage. Tac, 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 la plupart des répondants ont indiqué que le spécialiste devrait être impliqué dans le... que plus d'un spécialiste devrait être impliqué, ok, donc multidisciplinaire, ça correspond aux recommandations professionnelles de santé sur REDES du CIO, qui préconise une équipe multidisciplinaire incluant médecins du sport, nutritionnistes, psychologues, physiothérapeutes et physiologistes. Donc en gros, du coup, dans les recommandations du CIO, ce qu'on voit, c'est que les physiothérapeutes, on est conseillés, donc merci le CIO de nous accorder un petit peu d'importance, parce qu'a priori, ici, les médecins du sport, nous, ils s'en battent un peu les couilles. Tac, tac, tac. Les 5 spécialistes les plus choisis dans le questionnaire étaient médecins du sport, diététiciens, psychologues, physiothérapeutes, notamment du sport, et les médecins généralistes. Les physiothérapeutes sportifs ont été les plus choisis par les physiothérapeutes eux-mêmes et moins par les autres répondants. Voilà, on est vraiment entre nous, quoi. On essaye on se met en avant entre nous, mais ça, c'est pas foufou, sinon l'image qu'on a dans la tête des autres professionnels. Le questionnaire, il a été mené aux Pays-Bas, donc ça reflète la situation néerlandaise. Effectivement, on va pas extrapoler ça à tout, mais on a cette donnée-là, on la prend, on peut se dire que peut-être qu'en France on n'est pas loin, voire peut-être un peu moins bien, j'en sais rien. De toute façon, c'est pas ouf, hein, c'est pas ouf. Aux États-Unis, une conscience de 37% a été rapportée concernant la triade de la tête féminine parmi les médecins, mais du coup, voilà. Ça peut pas être comparé aux 22% sur le REDES dans cette étude, parce que là, en fait, ça porte sur le REDES et pas la triade de la tête féminine, d'accord? Donc, et là, voilà, ils nous disent eux ça que c'est la première enquête en Europe, donc pour le moment on n'a pas d'autres connaissances sur le sujet, donc on va considérer celle-là. Nous on va quoi? On va extrapoler vers la France, on va juste pas prendre les 22%, on va dire c'est peu connu et il faut faire mieux. Par conséquent, il est possible qu'un nombre significatif de participants ayant indiqué ne jamais avoir entendu parler du REDES ait en réalité des connaissances sur la triade de la tête féminine, mais c'est un concept qui est un petit peu dépassé pour le coup, et ça peut-être pas, si on voit la problématique par ce prisme-là de la traite de la tête, bah peut-être qu'en fait on va passer à côté de la compréhension globale de ce problème-là. Plusieurs paramédicaux et spécialistes jouent un rôle important dans la reconnaissance et le traitement, ok, y compris, bon maintenant on a compris. Faible conscience parmi les physiothérapeutes, ça c'est important, mais pas que. Médecin généraliste, gynécologue, avec la prescription de pilules, on va te redonner tes règles, t'inquiète pas. Chirurgien orthopédiste interrogé. Oui, parce qu'en fait, le chirurgien orthopédiste, le truc c'est qu'il va avoir les fractures de stress lui, hein, donc faut quand même, il peut être amené par sa spécialité à croiser des personnes qui ont ces troubles-là. De plus, de nombreux médecins ont suggéré des options de traitement inappropriées, voilà, hein, comme une approche attentiste ou la prescription de contraceptifs oraux. Donc l'approche attentiste n'est pas une bonne approche. Ok, des fois on peut dire on attend, on voit. Dans ce cas-là, c'est pas une bonne approche. Il faut plutôt intervenir et identifier tous les problèmes et les régler. Il faut tenter de les régler. Voilà. Et la prescription de contraceptifs oraux, bon là, c'est drôle, mais c'est pas drôle. La faible conscience indique qu'une éducation supplémentaire sur ce sujet est nécessaire pour ces spécialistes, par exemple en intégrant des cours sur le REDES dans les programmes des étudiants en médecine ou en organisant des formations continues pour les résidents des spécialités concernées. Et là, on va attaquer cette dernière étude, donc le rôle des kinésithérapeutes. Ça me fait rire parce qu'on vient de se faire allumer le truc, on est nul et tout, mais bon, mais en fait, le truc, c'est qu'en fait, par notre position, je vais vous l'expliquer là, on a un rôle à jouer en fait, mais c'est juste, c'est comme dans pas mal de pathologies, il va falloir qu'on prenne ce rôle-là, ok. Voilà, le rôle de il y a un patient qui vient qui a mal au dos, bah il faut être capable de trier. Ah oui, d'accord, ok, il y a une bon, je vais rester sur mon exemple de la spondylarthrite axiale. Bon, il y a une spondylarthrite là, j'ai tout un faisceau de preuves qui me dit qu'il y a peut-être une spondylarthrite axiale. Bah je vais prendre ce rôle de dire bon voilà, là il y a peut-être raison de s'inquiéter par rapport à ça. Auquel médecin? Est-ce que le médecin il a fait les bons tests? Est-ce qu'on est sur les bonnes choses? On laisse pas le patient comme... Voilà. Et en fait, il faut que le rôle de triage, on l'assume. Et dans ce rôle de triage-là, on a, comme je vous ai dit, on peut inclure le problème des REDES. Et du coup, il faut assumer le rôle. Voilà. Et là, on va voir en quoi. Donc la connaissance, donc REDES a considérablement progressé entre 2018 et 2022, avec plus de 170 publications originales durant cette période, et justement aussi la sortie donc, de la dernière déclaration de consensus du CIO sur le REDES, donc publiée en 2023,
avec laquelle on a commencé cette vidéo. Enfin, on a commencé avec 2014-2018, et 2023, on est resté le plus longtemps dessus. Comme recommandé dans la déclaration de consensus, il faut une approche multidisciplinaire. Bon, bah maintenant, vous le savez, en fait, je fais que de me répéter depuis tout à l'heure. Ça inclut donc une création d'une relation thérapeutique sécurisée et de confiance. Donc ça, je l'avais mentionné, mais voilà, là, c'est écrit dans l'étude. Ok, mais voilà, comme je dis, il faut que vous ayez cette relation, cette alliance thérapeutique. Il faut que le patient il se sente en sécurité et en confiance avec vous, sinon ça va être difficile d'aborder toutes les thématiques. Les membres de l'équipe multidisciplinaire de santé de performance des athlètes doivent avoir des connaissances sur les aspects scientifiques du REDES et des compétences cliniques pour reconnaître et traiter ce syndrome. Donc en fait, c'est le but un petit peu de cette première vidéo, déjà, c'est de donner des connaissances scientifiques et des compétences cliniques. Déjà, là, normalement, vous avez déjà des outils. Avec ce qu'on a vu avant, là, normalement, vous avez des outils. Si vous étiez complètement naïf par rapport au REDES, enfin que vous connaissiez rien, là, normalement, à la fin de cette vidéo, vous avez quand même des connaissances, normalement, là. Après, regardez-la 2 fois, et comme je vous dis, il y aura des suites, je vais essayer de faire quand même plusieurs vidéos, voilà. Certains vous diraient que c'est une formation à 4000 €, mais bon, moi, je vous mettrai ça sur YouTube. Une étude a mis en évidence un manque de vigilance de physiothérapeutes pour détecter les signes et symptômes du REDES. Donc, manque de vigilance des physiothérapeutes, ouais, voilà, donc il faut être vigilant. Ainsi qu'un manque de confiance déclaré dans leurs compétences cliniques pour gérer ce syndrome. Donc il faut être vigilant, il faut être confiant. Il faut avoir des bonnes raisons d'être confiant, parce qu'après si vous êtes confiant comme, comme un gynéco, non je rigole, on va arrêter avec ça, mais voilà, il faut être vigilant, il faut être confiant, voilà, faut être informé et sensibilisé à cette problématique. Bien que le diagnostic et la prise en charge du REDES impliquent une approche multidisciplinaire, cet éditorial vise à informer les physiothérapeutes de leur rôle dans la gestion des athlètes présentant des signes et symptômes du REDES. Donc en fait, il faut un état des lieux dans cette étude, dans ce rapport, mais on va parler vraiment des kinés. Donc on passe à la suite, une approche clinique du REDES pour les physiothérapeutes, donc l'exposition des athlètes à une faible disponibilité énergétique problématique et la cause sous-jacente du REDES. Donc voilà, LEA, nous on a vu la problématique et la adaptable. Ok, donc nous c'est là où on va avoir des problèmes, c'est la problématique justement, comme son nom l'indique. La LEA problématique est définie comme une inadéquation sévère et ou prolongée de l'apport énergétique par rapport à la dépense énergétique liée à l'exercice. Bon, ça on le savait aussi. Elle peut entraîner perturbations hormonales qui affectent un large éventail de systèmes physiologiques et psychologiques. Ça vous le savez. Ces perturbations peuvent inclure des réductions d'œstrogène, testostérone, leptine, triiodothyronine, donc c'est AT3, ou du facteur de croissance insulinomimétique, IGF-1. Bon, ces hormones-là, il n'y a pas besoin de les retenir, hein, c'est juste que ça touche plein de trucs. Si cet état persiste, il peut modifier la composition corporelle, notamment en réduisant la masse corporelle maigre et la densité minérale osseuse. Ça, on le sait aussi. En pratique clinique, les physiothérapeutes doivent suspecter un REDES lorsqu'ils rencontrent des blessures de stress osseux, ça maintenant je pense que vous le savez aussi, ou d'autres blessures musculo-squelettiques complexes, récurrentes ou lentes à guérir, car l'exposition à une LEA problématique augmente le risque de ces résultats cliniques. Donc effectivement, dès qu'il y a quelqu'un qui se blesse tout le temps ou qui n'arrive pas à récupérer, bon, on se pose la question. D'autres signes cliniques du REDES incluent des changements hormonaux, de la fatigue, des changements d'humeur et une diminution des performances sportives. Donc ça c'est pareil, c'est un ensemble de signes que vous pouvez voir. Donc les changements hormonaux, bon, pas sûr que vous les voyez de manière directe, mais on a vu que il pouvait y avoir la fatigue, voilà, les changements d'humeur, on a vu aussi, et la diminution des performances, voilà, si votre athlète il fait que d'être de moins en moins bon, il y a un problème. Ça peut être du surentraînement par exemple, mais s'il y a le LEA derrière, on est peut-être dans un REDES. L'anamnèse. Donc, anamnèse approfondie qui doit inclure, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, revue des blessures musculo-squelettiques passées. Donc, on peut effectivement servir comme des marqueurs des fractures de stress, mais pas que. La présence d'autres indicateurs de REDES, donc troubles menstruels chez la femme, diminution de la libido et la qualité et la quantité des érections matinales chez les hommes. Vous vous rappelez, ça c'est donc troubles menstruels chez la femme. Et chez l'homme, on l'avait déjà vu, hein, les deux signes, diminution de la libido et de la quantité et qualité des érections matinales chez les hommes. Voilà, ça, normalement, on l'avait déjà vu aussi. En fait, là, c'est juste un gros rappel spécifique au kiné. L'exploration des changements récents dans les habitudes alimentaires. Effectivement, vous avez une fracture de stress ou vous avez des blessures, monsieur, madame. Est-ce qu'il y a eu un changement au niveau de l'activité, mais est-ce que aussi en termes d'apport énergétique, comment ça se passe? La charge d'entraînement, mais ça vous le savez, la charge d'entraînement, je pense que peu importe ce qui se passe, même la personne elle vient, elle est sédentaire, vous lui demandez quand même est-ce que vous n'avez pas fait plus ces derniers temps, enfin, est-ce que quelque chose a changé dans vos activités, ou voilà. Les performances sportives, l'humeur et ou le poids. Bon, voilà, donc c'est des questions à poser. Le physiothérapeute doit aborder les facteurs contribuant au risque de blessure et orienter le patient vers un médecin du sport et ou un nutritionniste capable d'évaluer la disponibilité énergétique et de diagnostiquer le REDES. Donc effectivement, nous, pluridisciplinaires, on le sait, donc effectivement, expliquer au patient qu'il va falloir, qu'il y a peut-être ce syndrome-là,
enfin ce syndrome-là, et que bah, va falloir demander conseil à plusieurs experts. Déjà, peut-être renvoyer déjà vers le médecin du sport, qui lui après renverra vers tous ceux qu'il faut. Les physiothérapeutes, notamment ceux qui travaillent avec des athlètes, jouent un rôle crucial dans l'identification et la gestion des manifestations cliniques du REDS, en particulier chez les athlètes féminines. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ça? Identification et la gestion des manifestations cliniques. Donc en fait, l'identification, c'est dans le diagnostic, dans l'identification, justement. Et après, la gestion des manifestations, bah, c'est gérer les manifestations, c'est plus ou moins dans le traitement. Hein. Donc voilà, et donc dans le traitement, on a notre rôle à jouer. C'était dit par le consensus du CIO. Et après, il faut juste que les médecins du sport comprennent qu'on a notre rôle à jouer. Il est essentiel de reconnaître les symptômes tels que l'incontinence urinaire d'effort et les blessures de stress osseux pour permettre une détection et une intervention précoce. Ouais, ça commence à faire longtemps là, je crois qu'en fait ça va atteindre 2 heures cette vidéo, c'est horrible. Un diagnostic rapide et précis du REDS est vital et les physiothérapeutes doivent savoir quand orienter les athlètes vers des professionnels de santé spécialisés, comme des médecins du sport, des nutritionnistes, des endocrinologues pour des soins complets. Il n'y a pas un gynécologue là? La gestion des problèmes musculo-squelettiques est également primordiale et a plus de chances de réussir si les physiothérapeutes abordent la LEA problématique et le REDS tout en guidant les athlètes à travers une stratégie progressive et ciblée de retour à l'activité ou au jeu. Bah oui, effectivement, le but c'est pas d'arrêter l'activité, manger plus et on voit ce qui se passe dans un mois. Bah non, la personne elle va pas pouvoir arrêter de manière. Enfin, normalement, à part dans certains cas, mais voilà, il va falloir l'accompagner sur son retour au sport. En plus, elle a des douleurs, la personne. Voilà, donc il va falloir l'aider à manager tout ça. Le rôle du physiothérapeute dans la reconnaissance et la gestion du REDS. Donc les physiothérapeutes font partie de l'équipe multidisciplinaire, même si les médecins du sport ne veulent pas. Dédié à la santé et à la performance des athlètes. Après, je les comprends aussi, hein, on était très nuls au questionnaire, on en rigole, tout ça, mais jusqu'à preuve du contraire, j'ai envie de dire que là, avec les données qu'on a, on est nuls. Hein. Donc on peut pas leur en vouloir pour le moment. Ayant pour mission de promouvoir. Par contre, on est dans le consensus du CIO, mais donc voilà, donc faut quand même faut s'élever. Ayant pour mission de promouvoir leur bien-être et leur performance, la fréquence des interactions entre les physiothérapeutes et les athlètes, c'est ce que je vous disais avant, ainsi que leur proximité permet d'établir une relation thérapeutique de confiance et on peut suivre les personnes longtemps. Donc on peut voir effectivement l'évolution des performances, l'évolution du poids, l'évolution de l'humeur et tout ça. Grâce à cette relation, le physiothérapeute peut combler le fossé entre les soins de santé et l'amélioration des performances sportives en adoptant une approche holistique pour optimiser la santé. Les physiothérapeutes doivent réaliser un examen complet du patient afin d'évaluer ses besoins, de formuler un diagnostic différentiel, un pronostic et un plan d'intervention. Leur rôle englobe à la fois traitement, prévention, réhabilitation. En outre, les physiothérapeutes sont idéalement placés pour mettre en œuvre des interventions préventives liées au REDS. Détecter les signes et symptômes précoces, initier une orientation vers un médecin et, une fois le diagnostic établi, surveiller l'état clinique dans le cadre de leurs compétences. Ils peuvent également promouvoir l'autonomie en responsabilisant les athlètes à prendre soin de leur santé. Effectivement, il faut avoir certaines... on a quand même un professionnel de santé, hein, donc le but c'est de promouvoir la santé, donc que ce soit avec les personnes sédentaires ou avec les personnes sportives. Hein. Les interactions fréquentes avec les athlètes placent les physiothérapeutes dans une position unique pour observer et surveiller les changements d'humeur et de comportement. C'est ce que je vous disais juste avant, on l'a dit plusieurs fois déjà, ce qui permet une communication continue pour répondre efficacement aux besoins de santé des athlètes. Cette surveillance est un élément crucial de leur rôle dans la défense de la santé des athlètes et implique une collaboration avec d'autres professionnels de santé lorsque cela est nécessaire. Donc en fait je répète des trucs là, mais normalement ça on l'avait compris. Activité principale des physiothérapeutes liée au REDS, avoir une connaissance approfondie du REDS, comprendre sa physiopathologie et se tenir informé des dernières recherches. Donc là, normalement, physiopathologie, vous connaissez. Et les dernières recherches, bon bah là c'est une recherche récente, et comme je vous dis après je ferai d'autres vidéos, donc voilà. Mais le rythme je sais pas encore. Ça dépend aussi si vous êtes chaud ou pas, ou si en fait ça vous intéresse pas du tout, mais dans ce cas-là, attention quand vous prenez en charge des athlètes. Mais enfin en même temps si vous êtes arrivé au bout de 2 heures de vidéo, de toute façon j'espère que vous avez retenu, même si ça vous intéresse pas, vous avez normalement quand même des connaissances. Mettre en œuvre des stratégies de prévention du REDS pour les athlètes équipes à risque, reconnaître les signes et symptômes associés au REDS lors du traitement des athlètes ou non athlètes. Donc reconnaître les signes et symptômes, oui, mettre en œuvre des stratégies, déjà je rappelle juste que déjà en parler autour de soi, c'est déjà quelque chose de pas mal, hein, parce qu'on voit que c'est quelque chose qui n'est pas connu, donc juste mentionner, c'est déjà une part du taf. Orienter vers un médecin généraliste ou un médecin du sport pour les interventions, les investigations cliniques et un diagnostic, on a vu qu'il y avait prise de sang, on peut passer un ECG et tout ça. Orienter vers un diététicien en cas de suspicion de faible disponibilité énergétique, de troubles alimentaires ou de troubles du comportement alimentaire. Fournir une éducation sur le REDS à l'athlète, à l'entraîneur, à l'entourage et à la famille, c'est ce que je vous disais juste avant. Soutenir le plan de traitement en ajustant l'intensité et le volume d'entraînement en collaboration avec l'équipe multidisciplinaire. Surveiller les signes et symptômes physiques et ou psychologiques liés au REDS.
réhabiliter les blessures associées, superviser la charge d'entraînement, volume et intensité en collaboration avec l'entraîneur lors des phases de retour au jeu ou à la performance, contribuer à l'avancée des connaissances sur le REDES en participant à des recherches en équipe multidisciplinaires. Ça fait beaucoup de choses, mais en fait, on vous demande rien de ouf, hein. Vous faites déjà ça pour plein d'autres pathologies, c'est juste une de plus à connaître. Conclusion, on arrive à la fin. Les physiothérapeutes jouent un rôle clé dans le diagnostic et la gestion du REDES, et ce contenu, donc cette étude-là, devrait être intégré au programme d'enseignement en kinésithérapie ainsi qu'aux formations continues en physiothérapie sportive, santé musculo-squelettique et troubles du plancher pelvien. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie en fait il faut en parler en cours, il faut en parler partout, voilà. Donc franchement, si vous donnez des cours dans des écoles, franchement vous prenez même pas la conférence de consensus du CIO, hein, juste vous traduisez ça. J'ai quasiment tout traduit là, et vous l'enseignez dans les écoles. Faites un petit cours, ça serait important. Dans le module sport, par exemple, ça serait bien. Si vous faites des formations kiné du sport ou quoi, vous proposez ce genre de choses, parlez-en aussi. C'est quand même, si vous en parlez pas, c'est un peu la honte quand même, hein. Voilà. Donc on a fini cette vidéo. Je pense qu'elle est très longue. Donc on va s'arrêter là. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que vous avez appris des choses. Et j'espère que vous avez, en plus de ça, compris pourquoi. Plus que apprendre des choses pour apprendre des choses, j'espère que vous avez compris pourquoi c'est important de connaître ces choses-là. Voilà. Et j'espère que vous serez capable d'identifier. Ou au moins, si vous n'en identifiez pas, au moins vous savez que c'est une possibilité. Et vous l'avez toujours dans un coin de votre tête. Donc on se dit à la prochaine. Salut!